Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de l'étudiant pour un nouveau corrigé du bac 2021. Cette fois-ci, il s'agit de l'épreuve anticipée du bac de français pour les séries générales. Vous avez eu deux épreuves de sujets, vous le savez, c'est-à-dire qu'on a donné beaucoup plus de chances, beaucoup plus de choix. On va donc corriger 2 commentaires, 6 dissertations, ça va être intense. On commence par le sujet général, on fera le sujet général bis en suivant, donc d'abord le commentaire, les 3 dissertes et on changera. Sonia Arbaretas, bonjour. Bonjour Thibaut. Bonjour, vous êtes prof de français et vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Donc vous allez donner des pistes de correction, les grandes idées qu'il ne fallait pas oublier, les contextes. On va commencer tout de suite avec le commentaire du sujet 1, c'est-à-dire Georges Perec, qui a écrit Les choses en 1965. On a tout un extrait ici qui est un petit peu particulier. Alors qu'est-ce qu'il fallait retenir de cet extrait? Alors, déjà en premier lieu, Georges Perec, c'est un auteur du XXe siècle et c'est un auteur qui écrit au milieu des années 60, c'est-à-dire à un moment où on va sortir, on s'apprête à sortir de la période des Trente Glorieuses, et à un moment où vraisemblablement la réflexion sur la société de consommation et les choses s'installe et gagne même l'imaginaire romanesque de Perec. L'autre chose aussi qui peut-être a surpris les candidats, c'est la longueur du texte. C'était un texte particulièrement long, descriptif, centré sur, ou articulé plutôt, sur 4 paragraphes, et dans lesquels on pouvait voir un certain mouvement dont je vais essayer de parler un petit peu là. Alors, de quoi nous parlaient ces choses? Eh bien, elles nous parlaient d'un appartement dont on imaginait les métamorphoses, les transformations, peut-être à la lueur d'achats, de travaux pour le modifier véritablement. Et pour vraiment mettre en évidence donc le projet de lecture, un projet possible de lecture cohérente de ce texte, il fallait montrer comment finalement la réflexion sur les objets, sur les lieux, sur des éléments extrêmement détaillés, comme en témoignaient notamment les nombreuses énumérations, et bien comment cette réflexion sur les objets allait finalement glisser vers une réflexion sur les humains et notamment le jeune couple qui évoluait dans cet appartement. Alors, un projet de lecture possible, c'était peut-être d'essayer de se demander comment la description d'un lieu conduit finalement à la réflexion sur les désillusions d'un jeune couple dans les années 60. On pouvait voir, donc dans un premier temps, que effectivement, on avait initialement une description très très détaillée. Alors, elle n'était pas sans rappeler peut-être les détails avec lesquels Émile Zola, lui, se plaisait à représenter donc son univers. Et ces objets, donc qui s'amoncelaient, étaient envisagés, ces objets et ces lieux envisagés donc au conditionnel passé. Là, il y avait quand même peut-être une petite difficulté. Un texte écrit dans un temps et selon un mode assez inhabituel qui montrait qu'il s'agissait de rêves, mais de rêves auxquels on avait renoncé. C'est important de relever sur la copie que c'est du conditionnel passé, de dire j'ai remarqué le temps utilisé. Je pense effectivement que ça va faire des points, que de montrer effectivement qu'on a compris qu'il y avait quelque chose d'un peu insolite. Donc description effectivement qui véhicule d'abord des rêves, un certain enthousiasme, et puis plus on avançait finalement dans le texte, et plus on voyait que cette métamorphose de l'appartement, les travaux qu'on envisageait, la manière de le meubler, tout cela finalement laissait place progressivement à la présentation d'un espace somme toute assez dégradé où le provisoire devenait définitif et où finalement on soulignait les défaillances. Il y avait énormément de choses aussi à montrer dans l'emploi d'un vocabulaire assez négatif, défaillance, désordre, etc., insupportable. Et le projet de lecture pouvait s'achever finalement en montrant qu'on passait du rêve à la désillusion avec un certain cynisme. Les choses sont désormais donc endommagées, défectueuses, les rêves s'éteignent, peut-être parce que les êtres renoncent. Et c'est peut-être ce qu'il fallait essayer de bien mettre en évidence. Est-ce qu'il y avait des mots de vocabulaire qu'on aurait pu employer, par exemple, pour gagner quelques points? Alors, pour gagner quelques points, je pense qu'il fallait parler peut-être un peu d'effet de réel. D'abord, dans la présentation de la description, on a effectivement quelque chose qui nous permet éventuellement de s'imaginer, presque à la manière d'un photographe, les lieux dans lesquels on évolue. Donc, je pense que ça, c'était important. Après, évidemment, une certaine forme de cynisme ou de satire, parce que c'était un peu sous-jacent, mais quand même, on comprenait que les rêves, finalement, étaient ternis, et les êtres aussi, peut-être, alors que ce sont de jeunes gens, sont déjà un peu rongés par ce système-là. C'est un peu visionnaire. Oui, tout à fait. On va passer déjà aux dissertations du sujet 1. Je rappelle qu'on fera le sujet 10 juste après, donc les dissertations qui traitaient de la poésie. Victor Hugo, Baudelaire, Guillaume Apollinaire, on va aller dans l'ordre.
le sujet A, que je vais vous relire, de Victor Hugo, Les Contemplations. Dans la préface des Contemplations, Victor Hugo décrit son recueil comme un miroir tendu au lecteur. En quoi cette image rend-elle compte de votre lecture des 4 premiers livres du recueil? Alors, vous m'avez dit qu'une dissertation, hein, on rappelle, c'est une analyse du sujet, une analyse des termes et des mots-clés, trouver des pistes de réflexion d'une problématique, et vous allez nous donner, vous, votre idée de plan. Tout à fait. Alors, commençons effectivement par les contemplations, le sujet lié aux contemplations, donc, qui présentait donc des propos qu'on devait à Victor Hugo lui-même, lui-même donc dans une préface à son propre recueil, dit voilà que ces poèmes sont un miroir tendu au lecteur. Donc ici, il fallait effectivement essayer de montrer comment, essayer de souligner le paradoxe, comment ces poèmes lyriques, puisqu'on sait en fait que Victor Hugo a beaucoup écrit à partir de ce qu'il avait vécu, je vais y revenir en donnant des exemples tout à l'heure dans le plan, comment donc ces poèmes dits lyriques, ces poèmes qui émanaient donc d'un auteur traversé par de grands enthousiasmes, mais aussi et surtout des moments un peu douloureux, comment ces écrits intimes parvenaient-ils à tendre au lecteur un miroir qui leur renvoyait leur propre image. Donc en fait, la grande problématique, la grande tension, elle était autour de comment ces textes de Victor Hugo, donc qu'on pourrait imaginer centrés sur lui, peuvent ou non donc, parler aussi au lecteur. Et là, j'imagine que tous les candidats qui ont étudié le recueil avaient présent à l'esprit donc la citation célèbre de Victor Hugo, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, et c'était globalement ce qu'il fallait essayer de retrouver. Donc, pour répondre finalement à cette question d'un lyrisme personnel qui pourrait effectivement avoir une dimension universelle, aller chercher chez le lecteur des éléments et des échos, on pouvait peut-être dans un premier moment dire que oui, les textes des contemplations sont des textes ancrés dans la trajectoire intime et personnelle du poète, en montrant voilà, que ces textes sont écrits à partir de l'expérience de la vie, la mort de Léopoldine par exemple, pour ne citer qu'elle, ou bien ancrés dans la vie de Victor Hugo contemplatif, Victor Hugo cette grande âme pieuse, voilà, profondément croyant, qui observe le spectacle du monde et qui s'enthousiasme de cela. Mais, deuxième partie, c'était aussi des textes qui parlaient au lecteur pour le renvoyer à lui-même. Donc parce que, au-delà de cette expérience qui concerne Victor Hugo, dans ce lyrisme exacerbé, chacun pouvait reconnaître des émotions, des situations déjà vécues. Et l'anonymat de certains textes, la décontextualisation de la temporalité permettait de le dire. Et en définitive, pour sortir du sujet, on pouvait peut-être se dire que oui, c'est un miroir tendu au lecteur, mais c'est surtout un miroir tendu à l'écriture poétique. C'est une vraie célébration de la poésie que ce recueil des contemplations. Ok, alors on va passer au sujet B, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. On a reproché à Baudelaire de tout peindre, de tout mettre à nu dans son recueil Les Fleurs du Mal. Qu'en pensez-vous? Là encore, quelles étaient les pistes à explorer? Alors, les pistes à explorer. Donc, je reprends en fait la lecture de ce sujet et les termes clés. D'abord, en premier lieu, le sujet était présenté sous la forme d'un reproche. On a reproché donc à Baudelaire. Il fallait bien se souvenir du contexte de rédaction et surtout de réception des textes. En 1857, c'est un véritable scandale et certaines fleurs du mal sont retranchées du premier recueil. Donc, bien en avoir présent à l'esprit qu'on va travailler sur une réception très critique. On lui a reproché de tout peindre et de tout mettre à nu. Baudelaire, effectivement, se présentait comme le peintre de la vie moderne, comme quelqu'un qui décrivait, qui peignait avec les mots dans ses textes poétiques, comme un esthète. Et puis, tout mettre à nu, c'est-à-dire que le sujet montrait que Baudelaire n'utilisait jamais un voile pudique pour dissimuler tout ce qui pouvait être un peu immoral, un peu difficile et discutable pour l'époque. Et puis, il y avait ce pronom tout. Tout peindre, tout mettre à nu. Il fallait s'interroger sur cet indéfini. Donc, en définitive, il fallait se demander ce que c'était que ces choses que Baudelaire aurait exhibées donc, dans ses textes poétiques. Et finalement, quel est ce tout, qu'il a osé peindre? On pouvait peut-être envisager le sujet en montrant qu'effectivement, Baudelaire, dans ses Fleurs du Mal, se construit comme un peintre impudique. Il présente des tableaux audacieux, des tableaux de la laideur physique, laideur morale. Donc ça, c'est clair. Qu'il place l'accent effectivement dessus. Mais, et c'était là la deuxième partie, il fallait bien montrer que
cette laideur, tout ce qui pouvait être audacieux, et n'était pas forcément mise à nu, mais objet d'une alchimie, d'une transformation. La boue devient or, c'était le parcours associé, puis ce sont les termes de Baudelaire. Il transforme, il sublime, il élève, et en définitive, pour sortir du sujet, on pouvait bien mettre l'accent sur une espèce de nouvelle esthétique où la laideur devient beauté, et c'est la modernité, et finalement la poésie, elle n'est plus dans l'imitation du beau dans la nature, mais elle est dans une écriture qui va sublimer tout cela. Très intéressant. Et le troisième sujet, donc toujours la poésie évidemment, le parcours modernité poétique avec Guillaume Apollinaire. Le sujet C du sujet général. La poésie de Guillaume Apollinaire s'invente-t-elle en rejetant le passé? Qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà dans la question? Alors, que fallait-il comprendre dans la question? Donc, la question, c'était de savoir si ce recueil, donc Alcool, qui est publié au tout début du XXe siècle, dans la première décennie du XXe siècle, est-ce que ce recueil Alcool fait table rase du passé pour proposer quelque chose de résolument moderne? Donc, est-ce que, à contrario, il ne retient pas des éléments du passé pour éventuellement les réorienter? Donc, c'était ça véritablement qu'il fallait essayer d'interroger. Donc, dans un premier moment, on pouvait effectivement commencer par dire que oui, Apollinaire, c'est un poète de la modernité. C'est le pionnier de l'esprit nouveau, c'est celui qui sublime la vitesse, l'aviation, la ville bruyante, les activités mécaniques, et qui circule dans tout ce monde-là tourbillonnant avec une vraie aisance. C'est celui aussi qui, au-delà des termes, est moderne, nouveau, et s'intéresse aux formes, moderne. C'est des vers qui sont vraiment très disparates, on dit hétérométriques pour les mots clés. C'est l'absence de ponctuation, c'est l'annonce d'une poésie qui va appeler celle des calligrammes à venir, la poésie des saints. Enfin, il y a vraiment des choses très très modernes, et ça effectivement ça ne regarde pas vers le passé. Pour autant, tous les éléments du passé ne sont pas exclus. Il y a une nouvelle appropriation, et les élèves, les candidats pouvaient s'appuyer sur ne serait-ce que le premier des poèmes qui ouvre le recueil, qui s'intitule Zone. Zone, ça veut bien dire espace intermédiaire, entre le passé et le présent. Donc il y avait ça peut-être à dire. Et puis autre chose encore à dire, c'est que dans les matériaux qu'il va choisir, Apollinaire va choisir par exemple des matériaux anciens, des légendes allemandes, et il va leur faire se rencontrer des matériaux beaucoup plus contemporains. Il y a la Loreley d'un côté et puis la Tour Eiffel de l'autre. Donc il y a des choses qui sont effectivement un peu hybrides. Et finalement, le poète s'élève, prend une vraie distance et réinvente quelque chose, mais sans faire table rase, en faisant se rencontrer et en créant une espèce de surréalisme, ce qu'il appellera et ce qu'il nommera pour les poètes d'après. Voilà des choses qu'on aurait pu dire sur ces dissertations. C'était possible, mais pas définitif, on est bien d'accord. Il y a d'autres façons d'envisager le sujet. On peut bien sûr avoir une propre interprétation. On va passer au sujet général bis, donc deuxième sujet mis en place pour permettre aux élèves de faire des impasses au cas où ils n'ont pas étudié tout le programme cette année. Même punition, un commentaire ou une dissertation parmi 3 proposés. Le commentaire ici, c'est la poésie. On reste encore dans le même thème. Et là, on a une nouvelle fois un auteur qui n'est pas au programme, une nouvelle fois un texte assez récent du XXe siècle. C'est Valérie Larbaud, les poésies de O.A. Barnabous. Vous me dites si je prononce mal. Là, c'était assez court par contre. Alors, comment il est construit ce poème? Alors, c'est vrai que c'était un poème qui pouvait être un peu déconcertant pour des élèves habitués sans doute à des figures un peu plus classiques. C'est un texte assez court, un texte en vers libre, là encore, hétérométrie dont je parlais tout à l'heure. Donc, on voit rien qu'en regardant donc, la disposition. C'est les trucs qu'on met sur la copie, ça fait plus sain, quoi. Alors, hétérométrie, ça fait plus sain, ça fait plaisir. Si on dit vers libre, vers irrégulier, ça va très bien. On peut aussi ne pas forcément dire de gros mots et ça va très bien. Donc ici, ce qui était assez intéressant à voir, c'est que c'est un texte qui se présentait de façon un peu énigmatique. Si on n'avait pas eu le titre, on n'aurait pas nécessairement su à la première lecture ou au moins au tout début du texte de quoi il s'agissait. Donc ce qu'il fallait peut-être essayer de mettre en évidence, c'est le fait qu'il s'agissait d'une ode à une gare désaffectée. Et le poète s'engageait donc dans l'évocation donc de cette gare en la célébrant, en la tutoyant, en faisant même vraiment littéralement son destinataire. Il parle d'elle en la convoquant.
Il y avait énormément de périphrases pour montrer voilà, ce lieu marginalisé, désaffecté, abandonné. Le poète tutoie donc cette gare, un peu, il s'adresse à elle, il emploie des métaphores et tout un tas de figures qui faisaient penser qu'il s'agissait d'une femme. Il parle de sa robe, le terme marquise, bon, qui désigne une verrière, hein, mais pouvait prêter à ambiguïté. Donc, ode à la gare comme à une femme aimée, le poète amant qui fait une peinture très élogieuse. Mais au-delà de cette première lecture, puisque le commentaire appelle un dévoilement progressif du texte, il fallait peut-être montrer que après cette ode, il y avait une vraie réflexion lyrique sur la fuite du temps. Parler de la gare, et de la gare abandonnée, surtout de la part d'un poète voyageur, c'était parler aussi du temps qui vient ronger les lieux, etc. Et peut-être même leur redonner une autre forme. Ici, voilà, on voyait une espèce de regret, de lyrisme dans les vocatifs « ô », etc., qui revenaient à plusieurs reprises. « Ô cosmopolite »,« ô gare qui a vu tant d'adieux », etc. C'était finalement une oraison funèbre. Hein. Il y avait quand même énormément de choses à repérer qui montrent le passage de la vie à la mort. Hein. Donc la gare animée et puis désertée. Et finalement, il me semble que ce texte pouvait se lire comme un véritable poème tombeau, un monument funéraire qui finalement, par la force de la poésie, maintient en vie ce qui disparaît. Hein. Donc poète voyageur, inspiré par ses voyages, et poète capable d'un ultime élan dans ce texte. Enfin, c'était assez singulier et assez joli. Ouais. Beaucoup de choses à en dire, plusieurs lectures possibles, bien évidemment. Oui, et on n'est pas obligé d'avoir une version aussi complète. Bien évidemment. Bien sûr. On passe aux dissertations, du sujet bis toujours, dissertation qui concerne cette fois-ci le théâtre. 3 sujets. On va développer tout de suite le sujet A. Hein. On reprend, analyse des termes, la problématique. Vous avez proposé un plan. Le sujet A de Molière, le malade imaginaire. Dans la comédie Le malade imaginaire, la comédie est-elle un spectacle de pure fantaisie ? Alors, joli sujet que celui-là. Donc, alors, la comédie est-elle un spectacle de pure fantaisie ? Le sujet, effectivement, il se présentait comme d'abord, il posait une question d'identité générique. Qu'est-ce que c'est que ce malade imaginaire ? Est-ce que c'est une comédie de pure fantaisie ? Est-ce que c'est pas autre chose ? Alors, d'abord, donc, on présentait effectivement, on le plaçait du côté de la comédie. Il fallait peut-être interroger, voilà, tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'était pas aussi une farce, une comédie-ballet ? Bon, je vais revenir là-dessus. C'était présenté aussi en se disant, voilà, un spectacle de pure fantaisie. On insistait sur la dimension spectaculaire de la pièce, hein, destinée à la représentation. Et puis, pure fantaisie, ça devait engager les candidats sur la voie du divertissement, de l'imagination. Donc, bien analyser ces mots-clés, ça donnait déjà des pistes pour arriver à répondre. Alors, ce que l'on pouvait essayer de démontrer, c'était que effectivement, le malade imaginaire, c'est un spectacle de fantaisie, de divertissement, où voilà, on a des éléments de la farce, donc les allusions par exemple au sel d'Argan qui est malade, on va aller regarder quand même tout ce qui se passe dans le bas-corps. C'était effectivement de la fantaisie et du divertissement parce que c'est une comédie-ballet, un ballet de cour, divertissement en musique avec Lully qui n'est pas loin et qui accompagne tout cela. Spectacle de fantaisie parce que spectacle de pure imagination. Avec notamment des personnages qui rappellent ceux de la Commedia dell'arte, Toinette par exemple, qui est une espèce de double d'Arlequin. Donc oui, il fallait aller dans ce sens-là. Mais la question telle qu'elle était posée invitait quand même à nuancer. Et on pouvait montrer en fait une approche différente en se disant que oui, la pièce n'était sans doute pas que cela, parce que c'est une œuvre testamentaire. On sait tous maintenant, je pense, que Molière est mort à l'issue d'une des représentations donc, de cette pièce. Il se savait malade et il parle quelque part un peu de lui là. Peut-être que c'est une pièce qui cherche à plaire, à instruire, mais surtout à émouvoir. Hein, et donc, en définitive, oui, comédie, mais pas seulement. Donc peut-être quelque chose d'un peu plus profond, avec la réflexion sur sa propre trajectoire de dramaturge, et puis aussi, au-delà de tout ça, une critique, une satire des médecins dont il a eu à se plaindre toute sa vie, depuis sa jeunesse jusqu'à la fin. Là, comme toujours, hein, l'œuvre en elle-même est importante, le contexte dans lequel elle est écrite l'est tout autant. Le sujet B, on passe à Marivaux. Sujet B du sujet bis. Dans les fausses confidences de Marivaux, le stratagème théâtral n'est-il qu'un ressort comique ? Encore une question sur du genre.
Voilà, encore une question sur du genre, encore une question, effectivement, en plus une question très fermée, avec donc une négation restrictive, la ne que, qui invite à montrer d'autres choses en fait. Donc alors là encore les mots-clés, donc il fallait s'intéresser au stratagème, qu'est-ce que c'est que cet ensemble de ruses, de plans qu'on élabore dans la pièce, et puis est-ce que ces ruses-là n'ont pour incidence et pour fonction que de faire rire. Bien évidemment, donc on attendait d'abord de démontrer cela, que oui, effectivement, la pièce est sous-titrée, l'heureux stratagème, c'est un heureux stratagème qui favorise le rire, avec des situations un peu alambiquées, dans lesquelles donc, certains personnages en manipulent d'autres pour permettre des progrès amoureux. Donc oui, effectivement, le rire n'est jamais loin dans un premier moment. Il faut aussi peut-être se souvenir que Marivaux faisait jouer cette pièce par des comédiens italiens, donc, qui étaient des comédiens formés à la Commedia dell'arte, qui improvisaient, qui grimaçaient. Donc oui, tout ça est au service effectivement du rire. Les valets de théâtre qui sont au cœur des stratagèmes sont des valets de comédie. Le personnage de Dubois, il rappelle celui de Scapin de Molière, et Marivaux se sert de ça. Mais pour sortir de cette première partie, on pouvait quand même envisager le stratagème avec d'autres enjeux que de simples enjeux comiques. Travailler sur le stratagème, c'est aussi montrer finalement c'est montrer le pouvoir du verbe. Pour arriver à faire des tours, ce sont d'abord des tours de langage, et il faut maîtriser le verbe. Et Marivaux imagine une situation dans laquelle un valet, un domestique, quelqu'un qui n'est pas forcément le mieux placé pour parler initialement, parvient grâce à sa parole à faire entendre peut-être un propos un peu raisonnable. Autre chose encore qu'on pouvait dire pour bien montrer que ce n'était pas que comique, il y a quand même dans cette pièce une victime des stratagèmes mise en œuvre, en l'occurrence donc le personnage de Marton, donc qui doit parler aux candidats qui ont lu cette pièce. C'est une sacrifiée, elle est sacrifiée par le stratagème, et elle annonce les héros et héroïnes romantiques. Donc non, on n'était pas là que pour rire, on riait, mais on réfléchissait et on passait, donc on portait des propos, on tenait grâce à ces stratagèmes des propos politiques, sociaux qui annoncent évidemment les luttes et les réflexions des siècles ultérieurs. En parlant de siècles ultérieurs, on va passer au sujet C des dissertations sur le théâtre. Diriez-vous que la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, est un drame intime ? Encore le même type de question, mais cette fois une pièce un peu plus récente quand même. Voilà, une pièce assez proche, proche des spectateurs, effectivement, donc écrite à la fin du XXe siècle. Et là encore, donc question qui portait sur l'identité générique. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Est-ce que, oui ou non, c'est un drame intime ? Alors là, il fallait travailler sur la notion de drame. À quoi est-ce que ça renvoie ? Bon, il y a quand même l'idée de quelque chose d'assez sombre. On pouvait réinscrire le mot drame dans une perspective historique, drame bourgeois, drame romantique. Mais là, je pense que le sujet parlait plutôt de la teneur un peu sombre de ce texte, et intime, qui se joue effectivement dans l'intimité d'une famille, et puis peut-être dans l'intimité même d'un personnage. Alors peut-être fallait-il montrer effectivement que dans un premier temps, oui, on peut définir Juste la fin du monde comme le drame de l'intimité du dramaturge. C'est presque une pièce dont on a pu dire qu'elle était autobiographique. Jean-Luc Lagarce, lorsqu'il l'écrit, il imagine un personnage qui lui ressemble et qui se sait promis à une mort assez proche, et qui vient annoncer ce drame, cette chose dans la famille. Et le drame se double du fait qu'il ne parvient pas à parler et qu'il est enseveli sous les reproches, etc. Donc peut-être dans un premier temps, on pouvait montrer qu'il y avait effectivement quelque chose qui tenait du thème, quelque chose qui liait donc l'auteur à ses personnages, quelque chose effectivement qui va dans le sens du drame intime, parce que c'est un drame familial et un drame dans lequel la communication ne peut pas aboutir. Mais il fallait aussi, bien évidemment, dépasser cette lecture autobiographique pour montrer que si c'est intime, c'est qu'on est aussi dans l'intimité, dans la sphère familiale. C'est un huis clos, tout est serré autour des membres d'une même famille. C'est un jour, un lieu, et une parole qui explose ou une parole qui se retient. Donc ça aussi, c'était important de le mettre en évidence. Donc c'est un drame intimiste peut-être, donc un drame de l'intimité du dramaturge, un drame intimiste. Et puis peut-être qu'on pouvait encore sortir de ce sujet en disant que, alors c'est peut-être pas un drame, c'est peut-être littéralement une tragédie, parce que dans cette pièce, on trouve
une espèce d'écho, de paroles un peu chorales. Il y a un personnage qui, au tout début et à la fin, prononce en fait des paroles qui ne sont pas entendues et place le spectateur en surplomb, un peu comme dans la tragédie antique où on parle d'ironie tragique, le spectateur en sait plus que les personnages et nous on était un peu dans cette configuration-là. Donc peut-être qu'on pouvait sortir en se disant bah oui, il y a quelque chose d'intime, d'intimiste même, et peut-être que même littéralement on peut parler de tragédie contemporaine. Donc encore une exploration de genre en fait. Hein. Tout à fait. Eh bien merci Sonia, c'est la fin du sujet général. C'est la fin du bac général, pardon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va attaquer dans quelques minutes le sujet des bacheliers technologiques, que l'on vous invite à regarder dans la vidéo juste en dessous, qui sera publiée juste après. Merci beaucoup.